Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter une autre méthode, la méthode du potentiel METRA, ou bien la méthode MPM, pour l'ordonnancement de projet. Dans la vidéo précédente, j'ai bien expliqué la méthode PERT, qui a été développée par l'armée américaine en 1959. Les deux méthodes sont semblables dans la manière d'ordonnancer ou bien de planifier le projet. Les deux méthodes sont de type graphique, donc ils se décrivent à partir d'un graphe, sommet, arc. La méthode en question MPM a été développée par le français Bernard Roy en 1958, qui se figure à droite de l'écran en photo, pour l'usine de fabrication de Villebrequin à Maguilor dans le cadre d'un projet de construction de paquebot atlantique. Un paquebot atlantique, c'est un grand navire qui est utilisé dans les carroisières. Les carroisières sont utilisées pour le tourisme maritime. Donc, Bernard Roy, si vous ne le connaissez pas, c'est un chercheur français. Il a contribué au développement de la recherche opérationnelle, notamment dans les techniques d'aide à la décision, savoir les méthodes ILEC, les méthodes Prométhée. Il a beaucoup travaillé sur l'optimisation multi-objectif. Comme vous voyez ici, donc il est né en 1934, il est décédé récemment, en 2017. Donc c'est un nom très connu en recherche opérationnelle. Il est fondateur de RODEF, la Société française de la recherche opérationnelle. Alors, contrairement à la méthode PERT, où les tâches sont indiquées sur les arcs et les sommets désignent les contraintes temporelles entre les tâches, dans le graphe de la méthode MPM, les sommets portent le nom de la tâche, ainsi ses dates début au plus tôt et les dates début au plus tard. Les arcs indiquent les contraintes temporelles entre les tâches et leur durée. Voilà donc comment on va représenter un sommet dans la méthode MPM. On a dit que dans la méthode PERT, le sommet représente un état ou bien une situation où les tâches, où on trouve les contraintes temporelles des tâches. Donc les contraintes temporelles des tâches, ils sont représentées par des états. Dans la méthode MPM, c'est le contraire. Donc dans le sommet, comme il est montré ici, donc dans le sommet, comme vous voyez, le sommet est réparti en trois zones. La zone en bas, inférieure, on va mentionner le nom de la tâche. À gauche, en vert, on va écrire la date début au plus tôt, qui représente la date où il est possible de commencer la tâche en question. Et la zone qui est à droite en rouge, c'est la date début au plus tard, qui représente la date où on doit commencer la tâche en question. Lorsqu'on fait, voilà, on représente deux sommets, comme vous voyez, sur l'arête, on va mentionner uniquement la durée de la tâche. Et l'orientation de l'arête, c'est-à-dire la flèche, de A vers B, de la tâche A vers la tâche B, cela signifie que le prédécesseur de B, c'est la tâche A. Ici, donc, on va vous donner les principales conventions pour tracer un graphe MPM.
Chaque tâche est représentée par un sommet. Les contraintes d'antériorité et de postériorité entre les tâches sont symbolisées par les arcs. Chaque tâche est renseignée sur sa durée ainsi que sur la date à laquelle il est commencé au plus tôt ou bien au plus tard pour respecter le délai optimal de la réalisation du projet. Le graphe NPM commence par un sommet qu'on appelle début et termine par un sommet qu'on va noter fin. Le sommet fin, il porte des informations sur la durée minimale du projet. Alors, par convention ici, donc selon les principales conventions, on peut dire que le nombre de sommets que le graphe de la méthode NPM peut contenir égale au nombre de tâches plus 2. C'est-à-dire chaque tâche est représentée par un sommet, plus les deux sommets fictifs, à savoir le sommet début et le sommet fin. Maintenant, on va poser la question comment on va construire un graphe, le graphe de la méthode NPM. Si vous avez un projet composé de tâches ayant des durées d'exécution fixes, alors la construction de ce type de graphe est construit, peut se faire comme suit. Donc on va faire ce qu'on appelle la mise à niveau. On va calculer les tâches de niveau 1. Les tâches de niveau 1, ce sont des tâches qui ne possèdent pas de prédécesseur, ce qu'on appelle des tâches débutantes. Ensuite, on va calculer les tâches de niveau 2, qui représentent les tâches ayant des antécédents ou bien des prédécesseurs exclusivement dans le niveau 1. Puis, on va effectuer les arcs pour traduire les contraintes temporelles entre les tâches. Après, ensuite, on définit le niveau Tarwa de la même manière. Donc, le niveau Tarwa regroupe toutes les tâches ayant des prédécesseurs exclusivement dans le niveau 1 ou bien dans le niveau 2. Donc, on répète cette procédure de mise à niveau jusqu'à avoir le dernier niveau. Le dernier niveau, donc, il va se composer des tâches généralement qui ne possèdent pas de successeur, donc c'est des tâches finissantes. Et concernant le calcul des dates, contrairement à la méthode PERT, dans la méthode PERT, on calcule les dates des sommets. Donc les dates des sommets, pour chaque sommet qui représente les contraintes temporelles, on va calculer les dates au plus tôt et les dates au plus tard des tâches qui coïncident avec le sommet. Dans cette méthode-là, on va calculer directement les dates début au plus tôt et les dates fin, donc les dates début au plus tôt, les dates ES, les dates début au plus tard LS, date fin au plus tôt EF, date fin au plus tard LF. Donc ces dates, on peut les calculer directement sur le graphe, contrairement à la méthode PERT. Donc la méthode PERT, on va calculer tout d'abord les dates des états, des sommets, puis on fait un tableau. On va calculer, à partir de ces dates-là, on va calculer les dates au plus tôt et les dates au plus tard des tâches. Donc, les deux méthodes, automatiquement, elles vont trouver les mêmes résultats concernant ES, LS, EF, LF. Donc, ils se diffèrent de la manière comment on va les calculer. Alors, concernant la date début au plus tôt ES,
qui correspond à la date la plus proche à laquelle il est possible de commencer la tâche I. Il se calcule selon la formule suivante. Donc, par convention, on suppose que la date début au plus tôt du sommet début égale à 0. C'est le début du projet. Après, pour chaque sommet, on va calculer donc la date début au plus tôt ES par la formule 1, 6, 2. Alors, pour cette formule-là, alors, pour chaque sommet I, on va identifier tous les prédécesseurs de chaque sommet, puis on va calculer le maximum de ES, donc de la date début au plus tôt de chaque prédécesseur, plus la durée d'exécution du prédécesseur, puis après, on va déterminer le maximum entre donc le prédécesseur qui va maximiser le calcul suivant. En d'autres, ESI, il correspond à la longueur du chemin le plus long possible pour aller du sommet initial début au sommet représentant la tâche I. Et gamma moins, c'est l'ensemble des prédécesseurs de la tâche I. RLI, c'est la durée d'exécution de la tâche précédente, R. Et concernant la date LS, c'est la date début au plus tard de la tâche I qui indique la date la plus éloignée à laquelle la tâche I doit commencer. Il se calcule comme suit. Donc, par convention, on suppose que la date début au plus tard du sommet fin est égale à la date début au plus tôt du sommet fin, qui représente la durée minimale du projet. Puis, pour chaque sommet, la date début au plus tard LS, il se calcule selon la formule suivante. Donc ici, c'est le contraire, on va prendre le minimum. Donc on va numéroter ou bien identifier tous les sommets successeurs de toutes les tâches successives de la tâche I. Puis on va soustraire la durée d'exécution de la tâche suivante. Tel que LS correspond à la différence entre la durée d'exécution minimale du projet et la longueur du chemin le plus long pour aller du sommet représentant la tâche I vers le sommet fin. Gamma plus, c'est l'ensemble des successeurs de la tâche I. Et R et P, c'est la durée d'exécution de la tâche postérieure de la tâche I. EF, c'est la date, donc la date fin au plus tôt. C'est la date la plus proche à laquelle il est possible de terminer la tâche I qui est donnée par, donc en relation immédiate avec la date début au plus tôt, ES. Donc EF, il se calcule, donc c'est la date EF, la date fin au plus tôt, c'est la date début au plus tôt, plus la durée d'exécution de la tâche. C'est très facile par rapport à la méthode de PERT. Et la date LF de chaque tâche, qui représente la date la plus éloignée à laquelle la tâche I doit se terminer. Alors LF égale à donc LF, c'est la date fin au plus tard, égale à la date début au plus tard, plus la durée d'exécution de la tâche en question. Alors, comme vous voyez ici, le calcul des dates, il se diffère par rapport à la méthode PERT. Concernant le calcul des marges, comme vous le connaissez, les marges, donc c'est le retard maximal que la tâche peut subir. Concernant la marge libre de la tâche I,
c'est le retard maximal que la tâche I peut subir sans affecter les tâches postérieures, qui se calcule par la formule 1,6,7. Donc, c'est la différence entre. Donc, avant de calculer la marge libre de chaque tâche, il faut identifier gamma plus, donc l'ensemble des successeurs de la tâche I. On va calculer donc cette formule pour chaque tâche postérieure de I, qui est égale à la différence de la date début au plus tôt de la tâche successive moins la date début au plus tôt de la tâche I en question moins la durée de la tâche I. RIG, ça veut dire c'est la date qu'on va mentionner sur l'arc allant de I jusqu'à J. Donc, c'est la date d'exécution de la tâche I. Alors, la marge libre, la marge totale, qui correspond au retard maximal que la tâche I peut subir sans affecter la durée totale, la durée minimale du projet, qui se calcule par la formule suivante. Donc, c'est la différence entre la date début au plus tôt moins la date début au plus tard, ou bien c'est la différence entre la date fin au plus tard et la date fin au plus tard, au plus tôt de chaque tâche. Donc la marge totale, il se calcule, la marge totale dans la méthode NPM, il se calcule avec une manière semblable avec la méthode PERT. Donc, concernant les tâches et le chemin critique, ils se calculent et se définissent de la même manière avec la méthode PERT. Donc, les tâches critiques, elles correspondent aux tâches ayant la marge totale égale à 0. Et le chemin critique, c'est le chemin regroupant toutes les tâches critiques allant du sommet début vers le sommet fin du projet. Juste un petit détail ici, pour comparer les deux méthodes, il faut mettre dans la tête que les dates début et fin au plus tôt et au plus tard des tâches, lorsqu'on fait les deux méthodes. Si je prends par exemple un projet, un exemple d'un projet, je vais appliquer les deux méthodes, PERT et NPM. Je devrais trouver les mêmes dates, LS, ES, les mêmes dates début, les mêmes dates au plus tard et les mêmes dates au plus tard. C'est-à-dire les deux méthodes vont vous donner les mêmes résultats. Il va vous donner les mêmes résultats concernant les dates, concernant les marges et concernant les tâches critiques. OK? Donc, personnellement, je préfère la méthode NPM. C'est la méthode la plus facile à appliquer par rapport à la méthode PERT pour deux raisons. La première raison, la première cause, disons que la méthode PERT, on ne sait pas à l'avance combien de sommets. Le fait que le sommet représente les contraintes temporelles. Par contre, dans la méthode NPM, on sait à l'avance combien de sommets le graphe en question va contenir. Donc le nombre de sommets dans la méthode NPM, on le connaît à l'avance, qui est égal au nombre de tâches plus 2, c'est-à-dire en ajoutant le sommet début et le sommet fin. La deuxième raison, c'est que la méthode PERT
dans la méthode PERT, on peut avoir recours à des tâches fictives. Les tâches fictives, j'ai expliqué en détail dans la vidéo précédente. Donc, il y a des situations, il y a des relations ou bien des contraintes temporelles qu'on ne peut pas, euh, représenter par un sommet ou bien par un arc. Il faut, donc, il faut ajouter ce qu'on appelle une tâche fictive. Par contre, dans la méthode NPM, il n'y a pas ce problème, ça ne pose aucun problème. Lorsque une tâche fictive se présente, elle ne pose pas de problème dans le graphe, tout simplement parce que les contraintes temporelles ne se représentent pas par un sommet, elles se représentent par un arc. Il suffit d'ajouter un arc pour effectuer ou bien pour identifier une contrainte temporelle. Donc, là, il y a des étudiants qui me posent la question comment on va identifier, comment le savoir, est-ce que dans la méthode NPM, est-ce qu'il y a une tâche fictive? Non. Dans la méthode NPM, il n'y a pas de notion de tâche fictive ou bien d'arc fictif. OK. Alors, pour bien illustrer la méthode et de la comprendre, voici un exemple qu'on a déjà traité avec la méthode PERT. Donc, on a un projet qui se compose de 8 tâches qu'on va noter A, B, C, D, E, F, G, H dans les durées d'exécution en journée. Et l'ensemble des prédécesseurs de chaque tâche sont donnés par le tableau suivant. Donc, on a les tâches A, B, C, D, on a les durées ici, on a les contraintes temporelles qui relient entre les tâches. Alors, avant de tracer le graphe NPM, je vais calculer tout d'abord le gamma plus. Le gamma plus, donc c'est l'ensemble des successeurs de chaque tâche. Voilà. Concernant la tâche A, pour calculer les successeurs de A, donc je vais voir dans les prédécesseurs, dans la colonne des prédécesseurs, est-ce qu'il y a A? Oui, il y a A ici. Donc je vais le barrer comme ça. Alors, donc A, c'est le prédécesseur de G. Alors G, il sera le successeur de A. Donc, concernant B, voilà le B ici. Donc, B, c'est le prédécesseur de E. Automatiquement, E, il sera le successeur de B. Voilà. Concernant C, voilà, donc on a C dans la case, dans les prédécesseurs de F, dans les prédécesseurs de H, on trouve que les successeurs de C, c'est la tâche F et la tâche H. D, c'est la même chose, donc on a dit c'est le prédécesseur de B et le prédécesseur de C. Alors, les successeurs de D, ce sont les tâches B et C. E, il n'y a pas de E ici dans la colonne gamma moins. Ça veut dire E, il n'est pas prédécesseur de aucune tâche. Alors je vais mettre un tiret. Donc la tâche E, c'est une tâche finissante. Voilà. La tâche F, c'est la même chose. Il n'y a pas de F ici. Et la tâche G, c'est la même chose. Il n'y a pas de tâche successeur pour la tâche H. Et concernant le H, voilà le H, donc le H, il est là. Le H, il est prédécesseur de E. Voilà, donc la tâche E,
et les successeurs de la tâche H. Voilà, donc on a calculé pour chaque tâche et les tâches postérieures. Alors, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est la mise à niveau. La mise à niveau, donc, c'est la mise à niveau des tâches. Alors, le niveau 1, le niveau 1, il est composé des tâches qui ne possèdent pas de prédécesseur. Donc, je me focalise sur la colonne des gamma moins. Je cherche les tâches qui ne possèdent pas de prédécesseur. Donc, c'est la tâche A et la tâche B. La tâche A et la tâche B. Le niveau 2, il regroupe les tâches qui possèdent exclusivement les prédécesseurs dans le niveau 1. Alors, pour le faire, je vais donc les prédécesseurs dans le niveau 1, donc ayant les prédécesseurs soit A ou bien D. Donc on a la tâche G, voilà, on a la tâche B et la tâche C. Voilà. Donc les tâches de niveau 2, ce sont des tâches ayant des prédécesseurs dans le niveau 1, soit la tâche A, soit la tâche B. Regardons ici dans le gamma moins. Donc on a ici D, ça veut dire D. Le prédécesseur de B, c'est D. Donc il est exclusivement dans le niveau 1. Même raisonnement pour C. Donc C, c'est le prédécesseur de D. D, il est dans le niveau 1. Donc ici, le niveau 2, il va contenir, donc évidemment, les tâches B, C, les tâches B, C et H. A, non, et G. Voilà, et G. Regardez, parce que G, le prédécesseur de G, c'est A. Le niveau 3, alors le niveau 3, c'est des tâches, il va contenir les tâches ayant des prédécesseurs exclusivement, soit dans le niveau 1, soit dans le niveau 2. Donc, les tâches ayant le prédécesseur soit B, C, G, on a E. Donc, on a E. Le prédécesseur de E, c'est B. On a le F. On a la tâche H. Voilà. La tâche H. Son prédécesseur, c'est la tâche C. La tâche F. Le prédécesseur de F, c'est C. Le niveau 4, donc le niveau 4 va contenir exclusivement des tâches ayant les prédécesseurs dans les niveaux précédents, à savoir 1, 2, 3. Donc là, il ne reste que la tâche E.
Donc, dans le niveau terroir, excusez-moi, dans le niveau terroir, euh, donc on a BCG, BCG, donc ici, c'est pas E, c'est donc, alors, concernant le niveau terroir, j'ai commis une petite erreur. Avant, j'ai mentionné E ici, alors que E ne peut pas être une tâche de niveau terroir, tout simplement parce que E, il possède des tâches prédécesseurs de niveau 2, qui est la tâche B. Par contre, H ne peut pas être H, il n'appartient pas au niveau 2 ou bien le niveau 1. Donc E ne peut pas être ici. OK? Le niveau 4 va contenir la tâche E. Regardez bien. Tout simplement parce que E, il possède des prédécesseurs dans le niveau 3, qui est donné par la tâche H, et un prédécesseur de niveau 2, qui est la tâche B. Donc, répétons un petit peu pour vous faire comprendre. Donc, E, il ne peut pas être ici dans le niveau 3. Tout simplement parce que E, il possède un prédécesseur qui appartient à ce niveau-là, qui est H. OK? J'espère que vous avez bien compris. Voilà. Parce que c'est important, la mise en niveau dans la méthode NPM est très importante. Maintenant, je commence à faire les sommets. Donc, on a dit que dans la méthode NPM, le nombre de sommets égale un nombre de tâches plus 2. Je vais copier ça. Donc, au total, on aura 10. 8, 10. Voilà. Alors, on a un sommet qu'on va noter début, un sommet qu'on va noter fin. Voilà. Alors, je vais copier ce sommet, je vais le mettre en bas. Après, je commence par les tâches de niveau 1. Donc, les tâches de niveau 1, ce sont les tâches A. Donc, je vais mettre A ici. Et la tâche B, la tâche C, la tâche D, la tâche E, F, G et H. Voilà.
Alors, les tâches de niveau 1, ce sont la tâche A et D. Voilà la tâche A. Je vais mettre la tâche B juste en bas. Alors, je vais relier les tâches. Voilà. Approximativement, c'est ça. Voilà. Donc, je vais mettre ici, c'est 0. Pourquoi je mets ici 0? C'est par convention parce que le projet, il commence le jour 0. On va le niveau 2, on a la tâche B, B, C, G. B, C, G. Alors, je vais copier B. Voilà les tâches de niveau B, C et G. Voilà. Voilà donc concernant les tâches, donc on a ici des tâches de niveau 1. Je vais écrire par exemple pour bien comprendre avec les tâches de niveau 1. Ici je vais mettre les tâches de niveau 2. Voilà. Bon, je les ai fait d'une manière par un ordre donc alphabétique B, C, G. Pour éviter, disons, les croisements entre les arcs, je vais voir la tâche A. La tâche, elle est là. La tâche A, elle est là. Donc, je préfère de mettre le sommet G, ici. Donc, je vais copier le B. Je vais mettre A. La tâche G. Je vais le mettre ici. Donc, le successeur de G, le successeur de A, c'est G. Voilà, comme ça. Et je vais mettre la durée, pardon, je vais mettre la durée de la tâche A sur l'arc. Voilà, donc je vais écrire ici 5 jours. OK. Même raisonnement pour B. Donc, donc la tâche B, la tâche D plutôt, il possède donc deux successeurs. Alors B, c'est E, donc c'est dans le troisième niveau, c'est dans le quatrième niveau. D, donc les successeurs de D, c'est B et C. Alors, je vais mettre par exemple, pardon, je peux mettre comme ça, B et C. Bon, ben, s'il y a une interaction, ou bien une interaction entre les arcs, ou bien un croisement entre les arcs, je peux déplacer C ici et B ici. Ça pose aucun problème parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va venir après. OK? Alors pour l'instant, je vais mettre C ici, B ici. Je répète,
S'il y a un croisement par la suite, si je trace, je continue mon graphe, c'est possible d'avoir des croisements entre les tâches. Les croisements, ça veut dire que vous aurez des tâches comme ça, des arcs comme ça. S'il y a des arcs, des croisements comme ça, je peux déplacer les tâches pour éviter plus de croisement. Ok? Pour l'instant, je vais garder cette position-là. Après, on verra. Ok. Donc, le niveau 3, elle va contenir F et H. Alors, le niveau 3, c'est F et H. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais voir. Je commence par la tâche G. Est-ce qu'il a des successeurs? Non. La tâche G, c'est une tâche finissante. Ben, je descends. La tâche C. Donc la tâche C, les successeurs de C, c'est F et H. F et H. Voilà. F et H. Voilà. Donc, la tâche B, c'est E. Donc, je vais mettre E. E, elle est là. Pardon. Niveau 3. Voilà. Voilà le E ici. Voilà. Regardez, donc, vous voyez ici, donc, la tâche B, le successeur de la tâche B, c'est E. Voilà, donc, si je trace comme ça, j'aurai un croisement. Pour éviter ce croisement, c'est tout simplement je vais déplacer les tâches dans ce sens et je vais mettre E ici avec cette manière là. Voilà. Après, je vais tracer l'arc reliant entre la tâche E et la tâche B. On va le sommet fin, il va être ici. Alors, je reviens ici. Donc, on a la tâche G, il est finissante. La tâche G, elle est finissante. Donc, je vais tracer directement comme ça. La tâche E, elle est finissante. On a la tâche F et G sont finissantes, donc F elle est finissante. Donc je vais effacer tout ça. Voilà. Je vais copier celle-là. Je vais voir est-ce qu'il y a une relation entre E et H et F pour fixer la position de H et F. Alors, le prédécesseur de E, c'est, voilà, le prédécesseur de E, c'est H. Donc, on a, voilà, c'est avec H.
C avec F et F. Voilà. Voilà donc votre graphe final. Alors, le graphe final, bah, je m'excuse pour la qualité du graphe. Voilà donc le graphe MPM, le graphe final. Alors, je vais mentionner les durées. Donc, concernant D c'est 2 jours. Alors, la durée d'exécution de D, c'est 2. Donc, je vais mentionner pour chaque arc. Pardon. Pour chaque arc sortant du sommet D, je vais mentionner la durée d'exécution de D. Concernant C, c'est 6. Donc, je vais écrire ici 6, ici c'est 6. Pour B, c'est 3. Pour E, la tâche E, c'est 3 jours. Pour H, c'est 2 jours. 2 jours. F, c'est 1 journée. Et G, c'est 2 jours. Alors, avec la méthode PERT, pour le même exemple, on a trouvé que la durée minimale du projet, c'était égal à 13 jours. Donc, on doit avoir la même durée avec la méthode MPM. Ok, donc je commence à calculer les dates début et les dates fin au plus tôt et au plus tard de chaque tâche. Alors, par convention, je vais écrire ici 0 dans le sommet début. Voilà. Après, je calcule ES, la date début au plus tôt de chaque tâche I égale, c'est le maximum de quoi? C'est le maximum de ES G plus la durée I G tel que G il est dans les successeurs. Bon, je peux pas parce que je travaille avec, je suis dans le Paint, donc je peux pas écrire gamma plus ici, il n'y a pas de forme. Donc les successeurs, c'est gamma plus de voilà. C'est gamma moins plutôt. C'est les prédécesseurs. Oui, effectivement, c'est les prédécesseurs. C'est gamma moins, c'est les prédécesseurs de I. À titre d'exemple, donc je ne vais pas calculer toutes les dates ici, donc je vais vous donner juste un exemple.
pour calculer par exemple le ES de A, je vais voir les prédécesseurs de A. Donc les prédécesseurs de A, c'est le sommet début. Donc le maximum, automatiquement c'est 0 plus 0, ES plus la durée, ES c'est 0 plus 0, donc j'aurai ici c'est 0. Concernant le sommet D, c'est la même chose, donc 0 plus 0, c'est 0. Après le G, c'est 0 plus 5, c'est donc le sommet G. Les prédécesseurs de G, c'est la tâche A. ES de A, c'est 0, plus la durée de A, c'est 5, donc 0 plus 5. Ok. Concernant le sommet, la tâche C, regardez bien, donc la tâche C possède un seul prédécesseur qui est la tâche D, donc ES de D c'est 0, plus la durée de D c'est 2, donc je vais avoir 2 ici. C'est la même chose pour le B, donc B possède un seul prédécesseur qui est la tâche D. Alors, ES de D c'est 0, 0 plus 2, il va nous donner 2. Même chose pour la tâche F. Alors, la tâche F, il possède un seul prédécesseur qui est la tâche C. ES, la date début au plus tôt de la tâche C, c'est 2. 2 plus 6, il va nous donner 8. Concernant la tâche H, c'est la même chose, donc 2 plus 6, il va nous donner 8. Par contre, ici, voilà, concernant la tâche E, comme vous voyez ici, la tâche E possède deux prédécesseurs, à savoir la tâche H et la tâche B. Donc, je vais prendre le maximum de ES plus D. Alors, ES de H plus sa durée, ça donne 10. Concernant la tâche B, c'est 2 plus 3, ça va nous donner 5. Donc, le maximum entre 5 et 10, c'est 10. Même chose pour le sommet fin. Le sommet fin, comme vous voyez, il possède 3 prédécesseurs, à savoir la tâche G, et la tâche F et la tâche E. Donc on va prendre le maximum de ES plus la durée de chaque tâche. Donc ici, 5 plus 2, il va nous donner 7, 8 plus 1, c'est 9, 10 plus 3, c'est 13. Donc le maximum entre 7 et 9 et 13, c'est 13. Voilà, donc on a trouvé la date début ou plutôt du sommet fin qui décrit la durée minimale de l'exécution du projet. Par convention, on va mettre le sommet, dans le sommet fin, on va mettre la date début et la date début au plus tôt égale à la date début au plus tard, ES, LS. ES égale LS dans le sommet fin. Maintenant, je vais calculer les dates début au plus tard, LS. Donc les dates début au plus tard, LS, ils se calculent selon la forme 164 qui est le minimum LSP moins REP tel que P appartenant au successeur de I. Alors, donc je vais calculer les LS inversement. Donc je commence dans ce sens-là, c'est-à-dire contrairement au calcul de ES, j'ai commencé par le sommet début. Donc ici, je vais commencer par le sommet. Alors, voilà, concernant le sommet fin, je commence par G par exemple. Si je prends le sommet G, la tâche G, donc le seul successeur de la tâche G, c'est
c'est le sommet fin. Alors, LS de G, la date début au plus tard de la tâche G égale à la date début au plus tard du sommet postérieur moins la durée. Donc c'est 13 moins 2. Il va nous donner 11. Même raisonnement pour F, c'est 13 moins 1. Il va nous donner 12. Concernant le sommet E, donc le sommet E, il possède une seule tâche postérieure qui est la tâche fin. Donc on va prendre le minimum, donc c'est 13 moins 3, c'est 10. Voilà. Alors, concernant la tâche H, il possède une seule tâche successive, donc c'est 10 moins 2, on aura 8. 8. Concernant la tâche B, un seul successeur qui est E, donc c'est 10 moins 3, j'aurai 7. Voilà. Concernant la tâche C, quand vous voyez, la tâche C possède deux tâches postérieures, à savoir F et H. Donc je vais prendre le minimum. Le minimum entre 12 moins 6, c'est 6. 8 moins 6, c'est 2. Donc le minimum, c'est 2. Je reviens à la tâche D. Donc la tâche D, c'est le même raisonnement avec C. Donc la tâche D, elle possède deux successeurs, à savoir B et C. Et je vais prendre le minimum entre la différence LS moins D. 2 moins 2, c'est 0. 7 moins 2, c'est 5. Donc le minimum, c'est 0. Voilà donc, j'ai calculé les dates ES et LS. À partir de ce graphe, je peux avoir les tâches critiques. Les tâches critiques, ils correspondent aux tâches ayant la marge totale égale à 0. Donc la marge totale égale à 0. La marge totale, il se calcule sur la différence entre les dates début au plus tard, naqs la date début au plus tôt, c'est-à-dire LS moins ES, ou bien LF moins EF. Donc je vais donc LS, c'est cette valeur-là, ES, c'est celle-là. Pour D, donc c'est 0 moins 0. Donc la tâche D, elle est critique. Je vais la colorier en rouge. La tâche C, donc 2 moins 2, c'est 0. La tâche H, c'est 8 moins 8, donc c'est 0. La tâche E, c'est 0. Donc les tâches critiques, ils sont les tâches D, C, H, E. Et le chemin critique, c'est le chemin qui va relier, les tâches, le sommet début avec le sommet fin, en passant par toutes les tâches critiques. Voilà donc chemin critique en rouge, c'est le chemin qui passe par début D, C, H, E. Voilà. Donc, contrairement à la méthode PERT, dans le graphe de la méthode PERT, je ne peux pas identifier les tâches
les tâches critiques, tout simplement parce que le sommet, il ne définit pas la tâche. Le sommet, il définit les contraintes temporelles entre les tâches. Concernant les dates fin, au plus tôt et au plus tard, on a dit que la tâche EF, c'est la tâche ES plus D, et la date fin au plus tard LF, qui se calcule par donc LS plus D. Donc je préfère de les calculer donc ici. Voilà pour chaque tâche. Voilà pour chaque tâche, je vais calculer ses dates fin au plus tôt et au plus tard. Alors, je vais écrire en bleu EF. Voilà, EF. Donc, EF de D, c'est ES de D plus la durée. Donc, je vais mettre 2 ici. Pour chaque tâche, je vais calculer ces dates. Voilà. Donc, AV, c'est EF. Donc, AV, c'est EF. Voilà. EF. Je vais choisir une autre couleur. Je vais mettre le jaune pour le calcul de LF. Donc LF, c'est LS plus 2. Ça va nous donner, donc le jaune n'est pas clair. Je vais prendre, je sais pas, une couleur. Voilà. Donc LF, c'est LS plus la durée. Donc LS de D, c'est 0. Plus sa durée, c'est 2. Il va nous donner 2. Voilà donc le LF de D, c'est voilà le LF, la durée fin ou plutôt le F de D. De la même manière, je vais calculer donc les durées EF et LF pour la tâche B. Donc la tâche B, c'est 2, ES de B c'est 2, plus 3, il va me donner 5. EF de B c'est 5. Par contre LF, c'est 7 plus 3, c'est 10. Concernant la tâche E, EF c'est 10, c'est ES plus 3, il va me donner 13. LF c'est 10 plus 3, c'est 13. Je vais le... Donc ici c'est en bleu. Voilà. C'est en bleu, donc on a ici 13. EF. Une autre couleur. Pour LF, il va me donner la même chose, c'est 13. C'est LS plus la durée. Voilà. Donc, concernant le H, EF de H, c'est 8 plus 2, c'est 10. LF de H, c'est 8 plus, c'est LS plus 2, c'est 10. Concernant la tâche C, donc on a 2 plus 6, c'est 8. LF, c'est la même chose, c'est 2 plus 6, c'est 8. La tâche F, le EF,
de la tâche F, c'est 8 plus 1, c'est 9. LF, c'est 12 plus 1, c'est 13. Alors, la tâche A, bon, j'ai oublié, 11 moins 5, ça va nous donner 6. J'ai oublié le calcul de LS de A. Alors, ici, en bleu, c'est EF de A, c'est 0 plus 5, c'est 5. Le LF de A, c'est 6 plus 5, ça va nous donner 11. Concernant G, alors G, EF de G, c'est 5 plus 2, ça va donner 7. LF de G, ça va donner 11 plus 2, c'est 13. Voilà donc, pour chaque tâche, on a calculé les différentes dates. Si je prends par exemple la tâche A, ES, c'est celle-là, c'est 0. LS, c'est 6. EF, c'est 5. LF, c'est 11. Je vais expliquer pratiquement, elle correspond à quoi ces dates. Concernant la date ES, c'est la date du début au plus tôt, à laquelle il est possible de commencer la tâche A. Ça veut dire le jour 0, je peux commencer la date A. Concernant LS, LS c'est la date début au plus tôt de la tâche A qui est égale à 6. Ça veut dire après le 6e jour, je dois commencer la tâche A. Et concernant la date fin au plus tard, qui est égale à 5, elle correspond à la date auquel il est possible de terminer la tâche A. Et concernant LF, c'est la date fin au plus tard. Durant cette date-là, on doit achever ou bien terminer, la tâche A doit être achevée ou bien terminée dans le 11e jour. Dans le 11e jour par rapport au début du projet. Voilà ce qui concerne les dates des tâches, les dates début et fin, au plus tôt et au plus tard des tâches. Maintenant, je passe au calcul des marges. Alors, les marges, je vais les mettre en haut. Alors, la marge totale, je commence par la marge totale en rouge. Je vais l'écrire en haut à gauche. Donc, c'est LS moins ES, ça va donner 6. 11 moins 5, c'est 6. Donc, celle-là, je vais faire comme ça une flèche pour que vous puissiez comprendre. Celle-là, c'est la marge totale. La marge totale de chaque tâche en rouge. Voilà. Donc, la tâche D, c'est 0, en rouge toujours. La tâche C, c'est 2 moins 2, c'est 0. La tâche B, c'est 7 moins 2, c'est 5. La tâche H, c'est 8 moins 8, c'est 0. La tâche E, c'est 10 moins 10, c'est 0. La tâche F, c'est 12 moins 8, c'est 4. La tâche G, ça y est.
On l'a calculé. Voilà donc les marges totales qui sont au rouge, en haut de chaque sommet, qui est écrite en couleur rouge. Maintenant, je passe à la marge libre. La marge libre de chaque tâche. Il se calcule par une formule. Par une formule de minimisation. Donc, je veux calculer la marge libre d'une tâche I. Tout d'abord, je vais identifier tous les successeurs de cette tâche. Après, je calcule la formule, donc la différence entre la date début au plus tôt de la tâche suivante, moins la tâche en question, moins la durée de la tâche I. Voilà. On a dit que c'est le minimum, voilà, donc je reviens au graphe. Voilà. Donc la tâche A, les successeurs de la tâche A, c'est la tâche G. Donc la tâche G, donc ES de G, c'est 5, moins ES de A, moins la durée. Donc c'est 5 moins 0, moins 5. Ça va me donner, donc je vais l'écrire avec une autre couleur, en bleu foncé. En bleu foncé, je vais écrire la marge libre, on a dit que c'est 0. Donc voilà la marge libre, c'est 0. Concernant la tâche G, c'est 13, c'est ES. Donc la tâche G possède un seul successeur. C'est le sommet fin. Donc c'est 13, moins 5, moins 2. 11, moins 5, ça va me donner 6. Donc je vais écrire la marge libre ici, c'est 6. Voilà. La tâche F, c'est 13, moins 8, c'est 5, moins 1, c'est 4. Voilà. C'est 4. La marge libre de la tâche F, c'est 4. Je ne peux pas calculer la marge libre de C. Pourquoi? Parce que C elle possède le successeur H. Je n'ai pas encore calculé la marge libre de H, donc je devrais commencer par le E. Alors le E, c'est 13 moins 3, moins 10, ça va me donner 0. Voilà, donc la marge libre de la tâche E, c'est 0. Concernant la tâche H, elle possède une seule tâche postérieure qui est E, donc j'aurai 10, moins 8, moins 2, ça va me donner 0. Voilà. Concernant la tâche B, c'est la même chose. Donc la tâche B contient une seule tâche successive qui est E, donc c'est 10, moins 2, moins 3, c'est 5. Voilà. Je reviens maintenant à la tâche C, qui présente juste un petit cas particulier. Comme vous voyez, C possède deux tâches postérieures, à savoir F et H. Pour calculer le LF, la date fin au plus tard de C, je vais donc calculer le minimum. Le minimum entre 8 ES de F moins 2 ES de C moins C, donc c'est 0. Donc 8 moins 6 moins 2, c'est 0. Le même raisonnement pour la tâche D. On a dit c'est 2. Donc la tâche D possède deux successeurs.
Donc le minimum, donc c'est 2 moins 0 moins 2, c'est 0. Voilà, LF de T, c'est 0. Dans ce sens, c'est la même chose, c'est 2 moins 2 moins 0, c'est 0. Voilà. Vous faites attention, par expérience, l'année précédente, durant l'examen, j'avais des étudiants, j'avais des copies où j'ai trouvé des dates avec des signes moins. Alors c'est catastrophique. Il n'y a pas de date avec des signes moins. C'est pas possible. C'est pas logique. Ok? Les dates au plus tôt et les dates au plus tard, elles représentent euh, des dates auxquelles on doit commencer. Ou bien il est possible de commencer, ou bien il est possible de terminer. Comment vous expliquez de trouver une tâche égale à moins, LF égale à moins 2? C'est pas possible, ok? Vous faites attention, les tâches sont toujours positives. Les durées plutôt, les dates début et fin, elles sont toujours positives. Voilà donc concernant les calculs des dates, donc pour ne pas pour juste vérifier ce qu'on a trouvé, voilà donc le tableau, les résultats qu'on a trouvés avec la méthode PERT. Il suffit de vérifier un petit peu concernant les tâches. Alors, je commence par la tâche A, LS 6, 5, 11, 6, 0. Voilà. 0 ES, LS c'est 6, LF, EF c'est 5, LF c'est 11, la marge totale c'est 6 et la marge libre c'est 6. Voilà, c'est exact. Concernant la tâche B, voilà, donc la tâche B, ES c'est 2, LS c'est 7, EF c'est 5, LF c'est 10, la marge totale c'est 5, la marge libre c'est 5. Voilà. Donc, je vais vous donner je vais essayer de partager cette image, ce cours en image, pour que vous puissiez vérifier les résultats. Donc voilà concernant la méthode de MPM. Comme vous voyez, donc la méthode de MPM est plus facile que la méthode PERT pour deux raisons, à savoir l'absence des tâches fictives dans la méthode MPM et la manière de calculer les dates et les marges. Juste un petit détail, Anna, c'est concernant les marges. D'après mon expérience, les étudiants, ils n'arrivent pas à comprendre c'est quoi une marge totale ou bien une marge libre. À chaque fois, je le répète. Si je prends par exemple la tâche A, regardez bien la tâche A. La marge totale de la tâche A égale à 6. Ça veut dire quoi? Il faut comprendre que la marge, c'est un retard maximal. Ok? C'est un retard maximal que la tâche peut subir. Concernant la tâche A, on a la marge totale égale à 6. Si la tâche A est contrainte d'avoir un retard inférieur strictement à 6, le projet, la durée du projet ne sera pas affectée. Si le retard est égal à 6, égal à la marge totale, qu'est-ce qui va se passer? La tâche A devient critique, mais la durée minimale du projet reste inchangée.
ne va pas affecter la durée minimale du projet. Si le retard dépasse ce période strictement à 6, par exemple égal à 7, donc qu'est-ce qu'il va se passer? La tâche A devient critique et le projet en question sera retardé d'une journée. OK? Concernant la marge libre, c'est le retard maximal que la tâche en question peut subir sans affecter les tâches postérieures, donc les tâches successeurs. OK? Pour la tâche A, on a trouvé que sa marge totale égale à 0. Si j'augmente la marge libre, si j'effectue un retard pour la tâche A, par exemple ici c'est 1, qu'est-ce qui va se passer? Je vais retarder uniquement la tâche qui suit A, qui est G, je vais la retarder d'une journée. Au lieu de commencer la tâche G le 5e jour, je vais la commencer dans le lendemain, le 6e jour. OK? Ça, le projet, la durée minimale du projet ne sera pas affectée. OK? Si vous modifiez, c'est une tâche quelconque subisse un retard supérieur ou égal à sa marge libre, il sera voilà, qu'est-ce qui va se passer? On va retarder uniquement le début, la date début. On va avancer la date, on va reculer la date début de la tâche qui suit cette tâche. Voilà donc concernant la signification des marges totales et des marges libres des tâches. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez bien compris le cours. Donc prochainement, je vais essayer de vous faire une autre vidéo concernant voilà un autre exemple où il se présente une tâche fictive dans la méthode PERT pour voir quelles sont les conséquences dans la méthode 1P1. C'est-à-dire, on a fait déjà un exemple de projet où il y a une tâche fictive. On va dire le même exemple avec la méthode 1P1 parce qu'il faut la différence. OK? Voilà, donc je vous remercie et bon courage. À très bientôt.